Mesdames, messieurs, les passionnés du ballon rond, les observateurs de la géopolitique africaine, installez-vous, prenez le temps de couper vos notifications, fermez la porte et plongez avec moi dans ce qui restera, sans l'ombre d'un doute, comme l'affaire la plus explosive, la plus vicieuse et la plus fascinante de cette décennie. Nous sommes le 18 décembre 2025. Regardez autour de vous, sentez cette électricité dans l'air. Dans moins de 3 semaines, le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations sera donné sur les terres majestueuses du Maroc. À cet instant précis, nous devrions être en train de débattre des listes de 23. Nous devrions analyser la forme physique de Mohamed Salah. Nous devrions spéculer sur le climat à Rabat ou la pelouse de Casablanca. C'est ce que l'on fait d'habitude. C'est la routine de l'avant-tournoi. Mais cette année, non. Cette année, le football a été pris en otage par quelque chose de bien plus sombre, de bien plus complexe. Nous ne sommes pas sur le terrain, nous sommes dans les tréfonds d'une guerre administrative, d'une violence inouïe. Une guerre froide qui vient de se réchauffer brutalement entre deux superpuissances du continent. Le Nigeria, l'aigle royal aux 3 étoiles, et la République démocratique du Congo, le léopard qui s'est réveillé et qui a faim. Souvenez-vous de notre dernière analyse. Nous avions laissé le dossier en suspens avec cette information qui circulait comme une traînée de poudre. La Fédération nigériane de football, la toute-puissante NFF, avait décidé de lancer une offensive. Pas une offensive sur le terrain avec ses attaquants vedettes, non, une offensive de papier. Une offensive de bureaucrates. Ils avaient saisi les instances internationales, alerté la FIFA, fait sonner les téléphones rouges à Zurich. Leur cible, un homme, un seul homme, Aaron Wan-Bissaka, le nouveau latéral droit des Léopards. L'argumentaire nigérian était une merveille de vice. Ils ont insinué le doute. Ils ont murmuré à l'oreille des décideurs que ce joueur, né à Londres, formé à Crystal Palace, star de Manchester United puis de West Ham, ancien international espoir anglais, n'était peut-être pas éligible. Ils ont laissé entendre que la RDC, dans sa précipitation, avait peut-être brûlé une étape, oublié un formulaire, mal interprété le sacro-saint règlement du one-time switch. C'était une attaque frontale, mais déguisée en procédure légale. Le but ? Désarmer la RDC, priver Sébastien Desabre de son meilleur défenseur, et dans le pire des scénarios, gagner des matchs sur tapis vert sans même avoir à transpirer. C'était machiavélique. Et soyons honnêtes, beaucoup d'observateurs, moi le premier, ont pensé que la RDC allait trembler. On s'est dit, c'est la RDC. Historiquement, l'administration, c'est leur talon d'Achille. On pensait qu'ils allaient faire profil bas, envoyer un avocat discret pour négocier une sortie de crise, peut-être même retirer le joueur de la liste pour éviter le scandale. Nous avions tort. Nous avions totalement, lourdement tort. Aujourd'hui, la réponse de Kinshasa est tombée. Et ce n'est pas une note de service, ce n'est pas un communiqué timide, c'est une déflagration, c'est une gifle monumentale, un revers de main d'une violence symbolique rare, envoyée à la face des dirigeants nigérians. Selon les informations exclusives qui nous parviennent aujourd'hui, confirmées par nos sources internes et par nos confrères de l'Egide.ng, la Fédération congolaise de Football Association, la FECOFA, ne s'est pas contentée de se défendre. Elle a contre-attaqué. Elle a non seulement prouvé l'éligibilité totale, indiscutable, gravée dans le marbre de son joueur, mais elle est passée à l'offensive verbale. Les termes employés sont d'une dureté que l'on voit rarement dans le monde feutré, souvent hypocrite, de la diplomatie sportive. La RDC accuse explicitement, noir sur blanc, le Nigeria d'avoir recours à ce qu'ils appellent des backdoor tactics. Arrêtons-nous un instant. Prenons le temps de peser ce mot. Backdoor tactics. En français, les tactiques de la porte de derrière, les magouilles de couloir, les coups bas. Qu'est-ce que cela signifie vraiment dans le langage diplomatique ? Cela signifie que la RDC regarde le géant de l'Afrique dans les yeux et lui dit « Vous êtes des lâches, vous avez peur. Vous savez, au fond de vous, que vous ne pouvez pas nous battre à la loyale, homme contre homme, tactique contre tactique. Alors vous essayez de gagner dans l'ombre, par des vices de procédure, par la fourberie. » C'est une insulte terrible. C'est une attaque directe à l'orgueil des triples champions d'Afrique. Dire au Nigeria, cette nation fière qui a produit JJ Okocha, Nwankwo Kanu, qui possède aujourd'hui Victor Osimhen, le ballon d'or africain, qu'elle a besoin de passer par la porte de service pour écarter un danger adverse.
C'est l'humiliation ultime. Mais pourquoi cette réaction est-elle si violente? Pourquoi la RDC a-t-elle décidé de mordre aussi fort? Parce que la RDC en a assez, assez d'être considérée comme la fédération brouillonne, assez de cette étiquette qui lui colle à la peau depuis des décennies, celle qui oublie les passeports à l'hôtel, celle qui se trompe dans les dates de naissance, celle qui aligne des joueurs suspendus et perd des matchs sur tapis vert. Cette époque est révolue. C'est ce que Sébastien Desabre et le nouveau comité de normalisation essaient de crier au monde depuis 2 ans. Avec la professionnalisation drastique autour de l'équipe, la RDC veut montrer qu'elle est devenue une grande puissance, respectée et respectable. Quand le Nigeria a lancé cette plainte, ils ont touché un nerf à vif. Ils ont insinué que la RDC était encore incompétente. La réponse de la FECOFA aujourd'hui est une manière de hurler. Non seulement nous sommes compétents, mais nous sommes plus professionnels que vous. Nous avons 10 coups d'avance. Imaginez l'ambiance glaciale ce matin dans les bureaux de la NFF à Abuja. Ils pensaient avoir trouvé la faille. Ils pensaient avoir trouvé le cheat code pour affaiblir un rival direct pour le titre. Et ils se retrouvent affichés publiquement aux yeux de toute l'Afrique comme des mauvais perdants paranoïaques avant même le début du tournoi. C'est le scénario classique de l'arroseur arrosé. Le Nigeria a tenté un coup de poker menteur. Ils ont bluffé en disant « On pense que vos papiers sont faux. Montrez-nous votre jeu ». La RDC a souri, elle a posé ses cartes sur la table, quinte Fleuche Royal. Dossier validé par la commission du statut du joueur de la FIFA. Tampon officiel, date de validation antérieure à la convocation. Tout est là, tout est parfait. Ce retournement de situation change complètement la dynamique psychologique à l'approche de la CAN. Jusqu'à hier, la RDC était en position défensive. Le suspect, qui devait se justifier, transpirait sous la lampe de l'interrogatoire. Aujourd'hui, la RDC est en position de force, le justicier qui a démasqué la peur de son adversaire. Et ne nous y trompons pas, cette affaire dépasse largement le cas individuel d'Aaron Wan-Bissaka. C'est un message politique envoyé à tout le continent, du Caire au Cap, de Dakar à Djibouti. La RDC ne se laissera plus marcher dessus. Fini le temps où l'on pouvait intimider les léopards avec des règlements obscurs ou des menaces administratives. Mais pour comprendre l'ampleur de la déroute nigériane, il faut entrer dans le détail technique. Il faut comprendre comment la RDC a construit cette défense en béton armé. Comment ont-ils réussi à prouver point par point que le Nigeria avait tort? Quels sont les documents exacts qui ont été fournis pour clouer le bec aux détracteurs? C'est une leçon de management sportif moderne. Le dossier Wan-Bissaka n'est plus une affaire, c'est devenu une jurisprudence et la RDC vient d'en écrire le chapitre le plus glorieux. Entrons maintenant dans la technique pure, car c'est sur ce terrain précis que le Nigeria espérait coincer la République démocratique du Congo. Pour comprendre l'humiliation subie par la NFF, il faut disséquer ce qui s'est réellement passé dans les bureaux de Zurich, au siège de la FIFA. Le Nigeria n'a pas attaqué au hasard. Ils ont attaqué en pensant exploiter une faille systémique que beaucoup de fédérations africaines ont laissée ouverte par le passé. L'amateurisme administratif. Le pari du Nigeria était le suivant. Aaron Wan-Bissaka est une star anglaise. Il est né à Londres. Il a grandi dans le système anglais. Il a joué à Crystal Palace, à Manchester United, à West Ham. Il a porté le maillot des Lions chez les jeunes en U20, en U21. Pour les dirigeants nigérians, pétris de certitude, il était inconcevable, impossible, qu'un dossier aussi complexe, impliquant un changement de nationalité sportive pour un joueur de ce calibre, ait été traité sans la moindre erreur par la FECOFA. Il se disait, il y a forcément un papier manquant, il y a forcément une date qui ne colle pas, il y a forcément un vice de forme quelque part. Ils espéraient une affaire violée bis, ou une de ces histoires de double identité qui polluent souvent les qualifications africaines. Mais ce que les Nigérians ignoraient, c'est que la RDC ne navigue plus à vue. Depuis des mois, une cellule spéciale, discrète, presque secrète, travaillait sur le cas Wan-Bissaka avec une précision chirurgicale quasi militaire. Selon les informations confirmées, la RDC a présenté à la FIFA un dossier que l'on pourrait qualifier de bunker. Rien ne dépasse. Tout est verrouillé à double tour. Regardons ensemble les 3 piliers de cette défense irréfutable qui a détruit les espoirs nigérians. Premier pilier, la filiation incontestable.
C'est la base, mais c'est souvent là que ça pêche dans les dossiers africains. Pour jouer pour la RDC quand on est né à Londres, il faut prouver qu'on est congolais par le sang, par le jus sanguinis. La FECOFA n'est pas arrivée avec des on-dit ou des photocopies floues. Ils ont fourni les actes de naissance originaux, légalisés, certifiés des parents d'Aaron. Ils ont tracé l'arbre généalogique avec une clarté absolue. Le Nigeria espérait peut-être un flou sur la nationalité des parents au moment de la naissance d'Aaron, une subtilité juridique qui bloque parfois des dossiers. Mais non. Le lien juridique entre le joueur et la nation congolaise est limpide comme de l'eau de roche. Sur ce point, la RDC a dit « Il est des nôtres, c'est le sang, et voici les papiers tamponnés ». Deuxième pilier, et c'est le point technique le plus savoureux, le plus ironique, le miracle Gareth Southgate. Le Nigeria s'appuyait sur un fait réel. Wan-Bissaka a été convoqué plusieurs fois en équipe A d'Angleterre par Gareth Southgate, notamment en 2019 et 2020. Dans la tête de la NFF, convocation égale danger. Il se disait, il a été dans le groupe, c'est fini. Mais la RDC a rappelé le règlement FIFA à la virgule près. L'article concernant le changement d'association est clair. Un joueur ne peut changer de nationalité sportive que s'il n'a disputé aucune minute en match officiel de compétition ou amical officiel avec sa première association. Et c'est là que l'histoire est belle pour la RDC. Wan-Bissaka a été convoqué, oui. Mais il a dû déclarer forfait pour une blessure au dos une fois et il est resté sur le banc les autres fois. Il n'a jamais foulé la pelouse avec le maillot des A anglais. Pas une seconde, pas une minute. La FECOFA a fourni les feuilles de match officielles de l'UEFA et de la FIFA, prouvant que son temps de jeu avec l'Angleterre senior est égal à 0. C'est ce détail, cette absence de cape qui a sauvé le dossier. Le Nigeria espérait peut-être qu'un match amical obscur ait été joué à huis clos, mais la RDC avait toutes les preuves du contraire. Troisième pilier, le coup de grâce, la validation en amont. C'est là que la RDC a montré son génie stratégique. Le Nigeria a porté plainte après l'annonce de la convocation, pensant prendre la RDC de court, pensant créer la panique. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la FECOFA avait déjà obtenu le fameux sésame de la FIFA avant même de rendre la liste publique. La RDC ne l'a pas convoqué en espérant que ça passe. Ils l'ont convoqué parce qu'ils avaient déjà la lettre de validation de la commission du statut du joueur dans le tiroir de Sébastien Desabre. C'est une preuve de maturité administrative incroyable. Ils ont gardé le silence. Ils ont laissé les rumeurs courir. Ils ont laissé le Nigeria s'exciter, s'exposer, tout en sachant qu'ils avaient l'arme absolue dans leur poche. La lettre officielle de Zurich validant le changement d'association. C'est là que réside l'humiliation pour le Nigeria. Ils ont attaqué une forteresse vide. Ils ont crié au scandale sur un dossier qui était déjà clos, tamponné, archivé et rangé par la FIFA. La RDC a prouvé qu'elle avait changé de dimension. Elle a prouvé qu'elle était capable de gérer des dossiers de binationaux premium comme on gère des dossiers de mercato au Real Madrid ou à Manchester City sans commettre la moindre erreur d'amateur. Le Nigeria a misé sur l'incompétence historique supposée des fédérations d'Afrique subsaharienne. C'était un pari arrogant, teinté de mépris, et ils ont perdu. Ils se sont retrouvés face à une machine administrative moderne, rodée, qui a anticipé chaque objection. Wan-Bissaka est congolais. C'est acté, c'est prouvé, c'est validé. Et maintenant que la défense juridique est posée, la RDC peut passer à la contre-attaque. Car quand on vous accuse à tort de tricherie, quand on essaie de salir votre probité, vous ne vous contentez pas de montrer vos papiers en baissant la tête. Vous demandez des comptes, vous exigez du respect. Et c'est exactement ce que la RDC a fait. Après avoir sorti le bouclier juridique, ils ont sorti l'épée médiatique. Et les mots qu'ils ont choisis pour qualifier l'attitude du Nigeria vont résonner longtemps, très longtemps, dans les couloirs de la CAF. La RDC ne se défend plus, elle attaque l'honneur même des Super Eagles. C'est ici que l'affaire bascule dans la dimension politique. La RDC ne s'est pas contentée de brandir son certificat de conformité FIFA. Non, la fédération congolaise a décidé de rendre coup pour coup. Dans les colonnes des médias internationaux, et notamment via les fuites stratégiques relayées par nos confrères nigérians, le camp congolais a lâché cette expression qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux, de Lagos à Kinshasa, d'Abuja à Lubumbashi, les backdoor tactics.
En français, c'est encore plus violent. Les tactiques de la porte de derrière. Analysons la violence symbolique de cette accusation. Quand la RDC déclare officiellement « Le Nigeria devrait se concentrer sur le football et arrêter de chercher des victoires faciles par des moyens détournés », elle ne fait pas que se défendre. Elle inverse la hiérarchie naturelle du football africain. Elle renvoie les Super Eagles au rang de petite équipe qui a besoin de l'aide des avocats pour espérer gagner. C'est une inversion totale des rôles. D'habitude, dans l'imaginaire collectif, ce sont les petites nations qui essaient de piéger les grosses avec des réserves techniques, des pelouses impraticables ou des horaires impossibles. Ici, c'est la RDC qui monte en puissance mais qui reste un challenger par rapport au palmarès nigérian qui regarde le géant dans les yeux et lui dit « Tu as peur de moi ». Tu as tellement peur de mon équipe, de mon projet, de mon nouveau latéral droit, que tu es prêt à fouiller dans les poubelles administratives pour trouver un prétexte et éviter l'affrontement. Il y a aussi une dimension morale terrible pour le Nigeria dans cette histoire. Souvenez-vous, il y a quelques mois à peine, le Nigeria criait au scandale mondial après l'épisode de l'aéroport en Libye. Il s'était déposé en victime des dark arts, des tactiques antisportives. Le monde entier les avait soutenus. Et aujourd'hui, la RDC les accuse de faire exactement la même chose, mais version col blanc. La RDC les accuse d'utiliser l'administration comme une arme de déstabilisation, tout comme la Libye avait utilisé la logistique. En utilisant l'expression « backdoor tactics », la RDC met le Nigeria face à ses propres contradictions, face à son hypocrisie. Vous pleurez quand on vous joue des mauvais tours, mais vous êtes les premiers à essayer d'en jouer aux autres quand vous vous sentez menacés. Cette contre-attaque verbale est un coup de génie de la communication congolaise. Pourquoi ? Parce qu'elle déplace le débat. On ne parle plus de « est-ce que Wan-Bissaka est éligible ?» Ça, c'est réglé. Maintenant, le débat dans toute l'Afrique est « pourquoi le Nigeria a-t-il si peur de la RDC ?» Les réseaux sociaux s'enflamment. Les supporters congolais inondent Twitter et Facebook, de même montrant des aigles nigérians tremblants devant un léopard. Le hashtag Should Backdoor Tactics commence à monter en tendance. La RDC est en train de gagner la bataille de l'image. Elle passe pour l'équipe sereine, droite dans ses bottes, sûre de sa force, qui prépare la CAN dans le calme. Le Nigeria passe pour l'équipe paranoïque, agitée, fébrile, qui cherche des problèmes là où il n'y en a pas. C'est un camouflet diplomatique. Pour une nation fière comme le Nigeria, qui se considère comme le grand frère de l'Afrique, le Giant of Africa, se faire donner des leçons de morale et de fair play par la RDC est insupportable. Mais au-delà des mots, cette accusation révèle une vérité crue. La rivalité entre ces deux nations vient de dépasser le cadre sportif. Ce n'est plus juste un match de foot, c'est une question de respect. La RDC a tracé une ligne rouge. Elle a dit « Respectez-nous. Si vous voulez nous battre, venez nous chercher sur le terrain le 27 décembre ou en janvier au Maroc. Mais n'essayez pas de nous salir dans les bureaux. » Cette posture agressive de la RDC montre aussi la confiance absolue qu'ils ont en leur nouveau statut. Une fédération qui doute ne parle pas comme ça. Une fédération qui a peur d'une sanction fait profil bas. Si la FECOFA parle aussi fort, c'est qu'ils savent qu'ils sont intouchables. C'est le rugissement du léopard qui sait qu'il est le roi de la jungle sur ce dossier. Alors, la question qui se pose maintenant est qu'est-ce qui a poussé le Nigeria à commettre cette erreur stratégique ? Pourquoi s'être exposé à une telle humiliation publique ? Est-ce de la simple bureaucratie zélée ou est-ce un mal plus profond qui ronge les Super Eagles à l'approche de la compétition ? Dans le prochain segment, nous allons faire de la psychologie de comptoir, mais de haut niveau. Nous allons analyser le symptôme de la peur. Car quand on regarde l'effectif du Nigeria, la meilleure attaque d'Afrique, cette panique administrative n'a aucun sens. Sauf si l'on regarde ce qui se passe derrière, dans la tête de leurs attaquants, et dans les cauchemars que leur inspirent déjà les tacles d'Aaron Wan-Bissaka. Préparez-vous à entrer dans la tête des dirigeants nigérians. Pourquoi ont-ils craqué ? La réponse est tactique et elle est fascinante. Analysons maintenant la psychologie profonde de cette affaire. Il faut se poser 2 minutes et regarder la situation avec
avec lucidité. Le Nigeria est une superpuissance. C'est la nation la plus peuplée d'Afrique. C'est une usine à talent. C'est le pays qui possède actuellement l'armada offensive la plus terrifiante du continent. Peut-être même l'une des meilleures du monde en sélection. Quand vous avez Victor Osimhen, le ballon d'or africain, un tueur des surfaces. Quand vous avez Victor Boniface, le tank de Leverkusen qui écrase tout sur son passage. Quand vous avez Ademola Lookman, le magicien de l'Atalanta qui a mis un triplé en finale de Ligue Europa, quand vous avez Samuel Chukwueze, la flèche de Milan, de quoi avez-vous peur? Normalement de rien. Vous devriez arriver sur le terrain, marquer 3 buts, sourire aux caméras et rentrer à l'hôtel. Alors pourquoi cette fébrilité? Pourquoi la NFF a-t-elle ressenti le besoin impérieux, presque vital, de lancer ses avocats aux trousses d'un défenseur latéral de la RDC? La réponse est terrible pour l'ego des Super Eagles, mais elle est évidente pour tout analyste tactique. C'est un aveu de faiblesse. En attaquant l'éligibilité d'Aaron Wan-Bissaka, le Nigeria a involontairement envoyé un message au monde entier. Nous ne voulons pas affronter ce gars-là. Nous savons que s'il joue, notre plan de jeu tombe à l'eau. C'est ce qu'on appelle le symptôme de la peur. Regardons le profil d'Aaron Wan-Bissaka. En Angleterre, on l'appelle The Spider, l'araignée. Pourquoi ? Parce que c'est probablement, statistiquement et visuellement, le meilleur défenseur de 1 contre 1 au monde. Il ne se jette pas, il ne fait pas de fautes stupides, il tacle avec une précision chirurgicale, il utilise ses longues jambes pour récupérer des ballons impossibles et il éteint complètement son vis-à-vis. Demandez à Raheem Sterling, qui en a fait des cauchemars. Demandez à Kaoru Mitoma, qui a été mis sous éteignoir. Demandez même à Kylian Mbappé, qui s'y est frotté en Ligue des Champions et a reconnu la difficulté. Passer Wan-Bissaka, c'est l'enfer. Or, quelle est la force principale du Nigeria? C'est le jeu sur les ailes. C'est la capacité d'Ademola Lookman ou de Moses Simon à faire la différence sur le côté pour servir Osimhen dans l'axe. C'est là que réside le cœur du réacteur nigérian. Si vous mettez Aaron Wan-Bissaka dans le couloir droit de la RDC, vous condamnez le couloir gauche du Nigeria. C'est mathématique. Wan-Bissaka a la capacité d'annuler purement et simplement Ademola Lookman. Il peut le rendre invisible pendant 90 minutes. Et si Lookman est éteint, qui alimente Osimhen? Les circuits sont coupés. Le Nigeria devient prévisible. Ils sont obligés de passer par l'axe, là où Chancel Mbemba, le patron, les attend avec le couteau entre les dents. Les dirigeants nigérians et probablement le staff technique d'Augustine Eguavoen ont fait ce calcul. Ils ont vu la convocation de Wan-Bissaka et ils ont eu des sueurs froides. Ils se sont dit « Merde, avec lui, la défense de la RDC devient une forteresse ». La RDC n'est plus cette équipe naïve qui encaisse des buts bêtes. Avec Sébastien Desabre, c'est déjà solide, discipliné, mais si vous ajoutez un joueur de classe mondiale en défense, ça devient du béton armé. La peur du Nigeria, c'est la peur de l'impuissance. C'est la peur de voir leur attaque de feu se briser sur le mur congolais lors d'un match couperé à la CAN. Il y a aussi une dimension historique. Le Nigeria a toujours eu du mal contre les équipes physiques, organisées, qui refusent de s'ouvrir. La RDC est le prototype de l'équipe poil à gratter pour eux. En tentant ce recours administratif, le Nigeria a cherché à gagner le match avant qu'il ne commence. C'est une stratégie d'évitement. C'est comme un boxeur poids lourd qui, avant le combat, essaie de faire disqualifier son adversaire pour une histoire de gants non conformes, parce qu'il sait qu'il risque de prendre un KO. C'est un compliment immense pour Aaron Wan-Bissaka. Il n'a même pas encore porté le maillot des Léopards qu'il fait déjà trembler le géant nigérian. Sa seule présence sur une liste suffit à déclencher une crise diplomatique et administrative. Cela prouve son statut. Cela prouve qu'il est perçu comme une arme nucléaire défensive. Mais pour le Nigeria, c'est désastreux en termes d'image. Une grande équipe ne regarde pas les passeports des adversaires. Une grande équipe dit « Ramenez qui vous voulez, ramenez Wan-Bissaka, ramenez Alexander Arnold s'il était congolais, on s'en fout, on va vous battre quand même ». Là, le Nigeria a agi comme une petite équipe qui compte les points sur tapis vert. Et c'est là que la RDC a gagné la bataille psychologique. En répondant backdoor tactics, ils ont appuyé sur cette insécurité. Ils ont dit « On voit que vous tremblez ». Désormais, la pression a changé de camp. Si les deux équipes se croisent, les attaquants nigérians auront une pression monstre. S'ils ne passent pas Wan-Bissaka, tout le monde dira
Vous voyez, la NFF avait raison d'avoir peur. Il vous a mis dans sa poche. Le Nigeria s'est mis tout seul dans une situation perdant-perdant. S'il gagne le recours, ce qui est impossible, il passe pour des lâches. S'ils perdent le recours, ce qui est arrivé, il passe pour des incompétents paranoïques. Cette affaire révèle que, malgré son effectif pléthorique, le Nigeria n'est pas serein. Il y a une fébrilité, un doute qui ronge les Super Eagles. Ils savent que leur défense à eux est friable. Nouabali fait des miracles, mais la ligne défensive n'est pas rassurante. Ils savent qu'ils doivent marquer beaucoup pour gagner. Et face à une RDC renforcée par Wan-Bissaka, marquer beaucoup devient une mission impossible. Alors, le verdict est tombé. La tentative de déstabilisation a échoué. Wan-Bissaka sera là. Le cauchemar des ailiers nigérians est confirmé. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire, jouer. Mais dans quel état d'esprit le Nigeria va-t-il aborder cette confrontation désormais inévitable? Vont-ils être revanchards ou tétanisés? Pour conclure ce dossier explosif, il faut se projeter. La guerre des bureaux est finie, la guerre des mots bat son plein. Mais la vraie guerre, celle du terrain, approche. Et la RDC arrive avec une confiance gonflée à l'hélium. Il faut être d'une clarté absolue. Sauf retournement de situation digne d'un film de science-fiction, le dossier est clos. Aaron Wan-Bissaka est un léopard. La FIFA a validé, la RDC a prouvé et les plaintes du Nigeria ont fini dans la corbeille à papier de Zurich. Mais ne croyez pas que cette histoire s'arrête là. Au contraire, elle ne fait que commencer. La RDC sort de cette séquence grandie, transformée. Pendant des années, on a moqué la désorganisation congolaise. Aujourd'hui, la FECOFA vient de donner une masterclass administrative à l'une des fédérations les plus puissantes du continent. Ils ont géré le dossier Wan-Bissaka comme un transfert du Real Madrid. Dans le secret, avec précision, et en blindant chaque virgule juridique. En accusant le Nigeria de backdoor tactics, la RDC a renversé la table. Ils ont envoyé un message à toute l'Afrique: nous ne sommes plus vos petits frères, nous ne sommes plus ceux qu'on intimide. Nous sommes la RDC et nous sommes prêts à vous marcher dessus dans les bureaux comme sur le terrain. Pour le Nigeria, c'est une gifle. Les Super Eagles sortent de cette affaire écorchée. Ils passent pour les mauvais perdants avant même d'avoir joué. Ils passent pour une équipe qui doute de sa propre force. Cependant, attention à l'animal blessé. Le Nigeria reste une équipe redoutable. Cette humiliation médiatique va peut-être servir de carburant. Les joueurs nigérians, piqués dans leur orgueil, vont vouloir prouver qu'ils n'ont pas besoin d'avocats pour battre la RDC. Ils vont vouloir prouver que même avec Wan-Bissaka en face, leur attaque reste la meilleure. Cela nous promet une chose, la prochaine confrontation entre le Nigeria et la RDC ne sera pas un match de football, ce sera une guerre de tranchées. Imaginez la scène. CAN 2025, quart de finale ou match de poule. RDC versus Nigeria. Ademola Lookman reçoit le ballon sur l'aile gauche. Face à lui, Aaron Wan-Bissaka. Ce ne sera pas juste un duel sportif, ce sera un duel d'honneur. Si Wan-Bissaka tacle Lookman et récupère le ballon, tout le stade se dira « la NFF avait raison d'avoir peur ». Si Lookman passe et marque, il hurlera à la caméra pour dire « on n'a peur de personne ». Cette affaire administrative a rajouté une couche de dramaturgie incroyable à la compétition. Elle a créé une rivalité instantanée, viscérale entre deux peuples qui s'appréciaient plutôt bien jusque-là. La RDC aborde la CAN avec une confiance gonflée à l'hélium. Ils ont le sentiment d'avoir gagné la première bataille. Ils ont leur star, ils ont leur défense de fer, ils ont le respect. Alors, chers abonnés, on arrive au moment de vérité. Je veux lire vos avis dans les commentaires et je sais que ça va être chaud entre les supporters des deux camps. Question 1. Le Nigeria a-t-il eu raison de vérifier l'éligibilité? Est-ce le jeu ou est-ce vraiment une tactique de la porte de derrière indigne d'un grand? Question 2. Pensez-vous qu'Aaron Wan-Bissaka va vraiment éteindre l'attaque du Nigeria ou les Super Eagles sont-ils trop forts pour un seul homme? Question 3. La RDC est-elle devenue la nouvelle puissance administrative et sportive qui va dominer les prochaines années? Lâchez-vous dans les commentaires, mais restez fair-play ou essayez. C'était l'analyse du clash de l'année. RDC 1, Nigeria 0 sur tapis vert. Maintenant, place au jeu, place au spectacle et que le meilleur gagne sur le terrain et seulement sur le terrain. C'était Canid 2025. Abonnez-vous
Activez la cloche parce que si ça chauffe déjà en décembre, imaginez l'incendie que ce sera en janvier. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.